Juillet 2025 a été le troisième le plus chaud jamais enregistré selon le service climatologique Copernicus, mais cela ne signifie pas que l'accord de Paris a échoué selon les experts. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne appellent à l'unité transatlantique pour soutenir l'Ukraine avant le sommet Trump-Poutine. C'est officiel, la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine aura lieu en Alaska aux États-Unis, mais sans les Européens. Le mois de juillet 2025 a été le troisième plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, selon le dernier bulletin climatique du service climatologique de l'Union européenne, Copernicus. En Europe, la température moyenne de juillet 2025 était légèrement supérieure à 21 degrés, soit 1,30 degrés de plus que pour la même période entre les années 1991 et 2020. Dans le même temps, à échelle mondiale, juillet 2025 est le quatrième mois au cours des 25 derniers, pendant lequel le réchauffement moyen à la surface des terres et des océans a été inférieur à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Cela signifie-t-il que l'accord historique de Paris, ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et visant à limiter l'augmentation de la température moyenne à long terme à 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel, a échoué? La réponse courte est non. Pour cela, les niveaux doivent être dépassés pendant au moins 2 décennies. The Paris Agreement refers to a long-term average temperature of 1.5 that shouldn't be exceeded in order to avoid the most catastrophic and irreversible consequences of climate change. What we have seen over the past couple of years is temporary breaches of this limit. But once we have reached this 20-year average global temperature above 1.5, that's when we can consider that we have exceeded the limit of the Paris Agreement. Les prévisions récentes montrent que le dépassement de cette température pourrait se produire dès 2030. Cette tendance au réchauffement à long terme est directement liée à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En d'autres termes, le changement climatique ne s'est pas arrêté. Dans toute l'Europe, on constate les conséquences, qu'il s'agisse des chaleurs extrêmes ou des inondations catastrophiques qui ont touché plusieurs pays cet été. Les experts sont formels, cette tendance au réchauffement ne s'arrêtera pas si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent. And even if at some point in the next few years we might reach this 1.5 degree limit set by the Paris Agreement, we must continue doing everything we can to cut greenhouse gas emission. As we often say, every fraction of a degree matters. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas stabilisées ou diminuées, les experts ont prévenu que le monde devrait se préparer à de nouveaux records de température ainsi qu'à une aggravation de leur impact. De gigantesques incendies continuent de ravager les régions de Castille et Léon et de Navarre dans le nord de l'Espagne. Des milliers de personnes ont été évacuées alors que la sécheresse et les vents violents entravent la lutte contre les flammes. Ces incendies surviennent dans un contexte de canicule persistante dans le sud de l'Europe. Selon Copernicus, plus de 350 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année, soit plus du double des chiffres de 2024 à la même période. Plus d'1 millier de pompiers luttent toujours contre 3 grands incendies au Portugal. La situation la plus critique se trouve dans la municipalité de Transcoso, où un feu dormant a été réactivé ce week-end par des températures élevées et des vents forts. Plus de 600 pompiers et 6 avions interviennent sur place pour contenir les flammes qui menacent désormais plusieurs villages et qui ont déjà fait 17 blessés. Un autre feu, c'est celui déclaré à Covilhã, dans l'ouest du pays. 370 pompiers, 115 véhicules et 2 avions y ont été déployés. Plus à l'ouest, l'incendie qui inquiétait la ville de Vila-Real depuis plusieurs jours a lui été maîtrisé. Selon la protection civile, plus de 350 agents et 119 véhicules sont encore sur le terrain pour éviter la reprise du feu. Cet incendie, qui s'est déclaré le 2 août, progressait à une vitesse dangereuse et emportait dans son sillage 4 maisons. 12 districts du Portugal restent placés en alerte orange jusqu'à mardi en raison de la canicule. Les températures ne devraient pas baisser avant le 13 août.
Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont appelé à l'unité transatlantique pour soutenir l'Ukraine et accroître la pression sur la Russie durant une réunion d'urgence avant le sommet Trump-Poutine. La responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, a déclaré à l'issue de la réunion que les ministres avaient exprimé leur soutien aux efforts de paix du président américain Donald Trump. Selon elle, l'Union européenne continue de travailler sur de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou et sur un soutien militaire complémentaire à Kiev. La réunion a été organisée à la hâte et s'est déroulée virtuellement. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères y a également participé. Elle intervient 2 jours seulement après que Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine en Alaska vendredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne devrait pas se joindre à eux, bien que Donald Trump ait exprimé son souhait de présider une réunion trilatérale à laquelle participerait le dirigeant ukrainien. Le sommet a ravivé les craintes en Europe qu'un accord de paix puisse être conclu sans leur participation. Le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se tiendra ce vendredi en Alaska. Les 2 dirigeants discuteront de l'arrêt de la guerre en Ukraine. Toutefois, ni le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ni l'Union européenne ne seront présents à cette rencontre. Pour le professeur de droit Alberto Alemano, si l'Europe accepte cette vassalisation, c'est dans le but d'obtenir des garanties de sécurité par Donald Trump. So this is extremely tricky to see and also frustrating, I guess, for millions of Europeans who would like to see their European leaders to speak with a louder voice instead of accepting yet again more impositions, more intimidations, more subjugation to this US administration in a moment in which this negotiation could clearly fundamentally reshape the European security without meaningful European impact. Pour l'analyste Jacob Kierkegaard, l'Europe paye le prix de son incapacité à se défendre et à soutenir l'Ukraine. D'après lui, tout accord portant atteinte aux intérêts de l'Europe en matière de sécurité nuirait à l'OTAN. I believe that at the end of the day, NATO is meaningless. If the United States, as the principal current security provider inside NATO, signs a deal that very directly is militarily advantageous to NATO's direct physical military threat in Russia, then NATO is dead, finished. It's not even, it's buried, it's over. And this is our problem, that we are not capable, certainly without a fighting Ukraine, but we are not able to, at this moment, militarily deter Russia on our own. Pour la première fois depuis 6 ans, Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront le 15 août aux États-Unis. Tous les regards seront tournés vers l'Alaska ce vendredi. Le président américain Donald Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine se rencontreront dans le plus grand État des États-Unis pour discuter de la paix en Ukraine. De nombreux habitants de l'Alaska ont exprimé l'espoir que leur État puisse jouer un rôle historique en faveur de la paix. I'd hope to have them come to a better resolution, figure things out, be able to talk to each other in a reasonable manner. Because obviously it affects me and it affects everybody in the United States, but we'll see. Well, it'd be neat for both of these leaders to be communicating together to somehow work out this not having a war, because no one doesn't want to have a war. La rencontre ne réunit que Donald Trump et Vladimir Poutine, ce qui exclut l'Ukraine et son dirigeant Volodymyr Zelensky. Les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie en 1867, ce qui confère une importance historique au sommet à venir. L'Alaska joue le rôle de plaque tournante entre l'Est et l'Ouest.
Donald Trump a annoncé lundi qu'il plaçait la police de Washington DC sous contrôle fédéral pour répondre à ce qu'il qualifie d'urgence criminelle dans la capitale fédérale des États-Unis. Le président américain affirme que cette mesure inédite vise à lutter contre la criminalité et les sans-abri, déclarant vouloir se débarrasser des bidonvilles selon ses termes. We will have full, seamless, integrated cooperation at all levels of law enforcement. And we'll deploy officers across the district with an overwhelming presence. You'll have more police, and you'll be so happy because you'll be safe. When you walk down the street, you're going to see police, or you're going to see FBI agents. We're going to have a lot of agents on the street. And you're going to have a lot of essentially military, and we will bring in the military if it's needed, by the way. We're going to have National Guard. But Pete Hegseth will tell you about it. We will bring in the military if needed. La maire de Washington a fermement contesté cette décision et dénoncé des propos exagérés du président américain, alors que la criminalité a atteint en 2024 son niveau le plus bas depuis plus de 30 ans dans la capitale des États-Unis. Donald Trump envisage d'étendre son initiative à d'autres villes américaines, citant notamment plusieurs bastions du Parti démocrate. Aux États-Unis, une explosion survenue dans une usine de charbon à Koch située en Pennsylvanie a fait 2 morts et 10 blessés selon les autorités locales. La déflagration s'est produite dans l'usine Clairton Koch Works qui appartient à la compagnie sidérurgique américaine US Steel. D'après la direction de l'usine, le drame dont les causes ne sont pas encore établies s'est produit à l'intérieur des installations de Koch, un composant clé utilisé pour réduire le minerai de fer et produire de la fonte transformée en acier. Sur place, les secours ont constaté la mort de 2 employés. 10 personnes ont été transportées dans des hôpitaux de la région pour être soignées pour des brûlures au 1er degré. Cette usine est la plus grande installation industrielle de transformation de charbon en coke du pays. Environ 1300 personnes y travaillent.